Bonjour. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un peu de comment le cours va fonctionner, on a vu le plan de cours, on va maintenant commencer un petit peu à avoir certaines notions d'optique. On va aussi faire un petit peu de révision de géométrie aujourd'hui. Donc, vous pouvez suivre avec votre livre la partie tome 1. Donc, pour les prochaines, peut-être 3 à 4 semaines, on va travailler dans ce cahier-là. Ça va être suivi après ça du cahier de mécanique, donc plus au mois d'octobre. Fait que la partie qu'on travaille aujourd'hui, ce sont les pages 2 à 8, la révision. Puis à travers ça aussi, on va voir un appareil qu'on appelle le sténopé. Donc, commençons par réviser certaines notions de base des propriétés des triangles. Alors, je pense que vous le savez tous, si on additionne la somme des trois angles intérieurs dans un triangle, en tout, on devrait obtenir un angle total de 180 degrés. Donc, ça peut servir si on connaît deux des angles à trouver le troisième. Une autre propriété des angles, c'est si on a deux angles opposés par le sommet, comme on a illustré ici, à ce moment-là, ce sont des angles de grandeur égale. Ensuite, on peut parler de l'égalité entre des angles alternes-internes. Donc, on voit les angles ici alternes-internes. Elles sont formées par la diagonale, la sécante, qui coupe deux lignes parallèles. Puis, donc, on appelle alterne-interne quand c'est les angles à l'intérieur des lignes parallèles. Donc, ces deux-là ici, θ1 et θ2, sont de valeur égale. On peut aussi parler des angles alternes externes. Donc, je les pointe ici en bleu. Ça, ce serait les angles qui sont formés entre la sécante et les lignes droites parallèles, mais du côté extérieur aux lignes droites parallèles, ils sont aussi de valeur égale. Donc, la terminologie alterne interne, alterne externe, c'est pas ça qui est important, mais je veux que vous sachiez reconnaître que ce sont des angles égaux. Maintenant, si on continue, on a ici deux droites parallèles qui sont coupées par une sécante. Mais là, dans le fond, ce qu'on regarde, c'est les deux angles correspondants. Donc ici, on a égalité lorsque les deux côtés chaque côté de nos deux angles sont parallèles entre eux. Donc ici, on a la base qui est horizontale, la base de θ1, la base de θ2, donc ils sont parallèles. Puis, l'angle, c'est-à-dire la droite qui forme le dessus de l'angle, ben, c'est plus que parallèle, c'est la même droite. Donc, à ce moment-là, on a deux angles égaux aussi. Maintenant qu'on a fait le tour un peu des égalités dans les angles, on peut parler des propriétés des triangles semblables. Donc, qu'est-ce que c'est que des triangles qui sont dits semblables? C'est quand leurs angles sont égaux. Ils peuvent avoir n'importe quelle dimension, mais leurs angles sont égaux. Donc, prenons ici, par exemple, deux triangles rectangles. On a à la base l'angle de 90 degrés. On va dire que l'angle au sommet ici est le même dans le grand que dans le petit. Puis, même chose pour l'angle à la base, à droite. Donc, ce sont ici des triangles qu'on peut appeler des triangles semblables. Je vais donner des noms, des lettres pour leur côté. Okay, disons, le côté vertical, dans le grand triangle, ça va être un A majuscule, puis le petit triangle, ça va être un A minuscule. Donc, des valeurs majuscules pour le grand triangle, des valeurs minuscules pour le petit triangle. Fait que j'ai B ici pour le segment qui est en dessous. Puis, l'hypoténuse ici, ça va être les C. Donc, quand on dit que des triangles semblables, la proportion de leurs côtés sont égales, c'est quand on compare deux côtés dans un triangle et dans l'autre, on a égalité. OK? Fait que par exemple, le rapport ici entre la hauteur et la base du grand triangle, donc je prends la hauteur A sur la base B, ça va me donner la même valeur, la même proportion que la hauteur du petit triangle sur sa propre base. Donc, hauteur sur base égale hauteur sur base. Donc, on peut aussi établir une autre égalité. Supposons qu'on compare ici l'hypoténuse du grand triangle à la base du grand triangle. Donc, on devrait avoir égalité si on fait ensuite l'hypoténuse du petit triangle divisé par la base du petit triangle. Donc ici, c'est ce qu'on a d'illustré comme équation. Donc c'est toutes des équations ici qu'on peut établir là, pour des triangles semblables. Les premières équations que j'ai montrées, c'est on divise deux valeurs dans le grand triangle ensemble, puis on fait la même division pour le petit triangle.
Là, on peut aussi faire une comparaison entre une valeur pour le grand triangle divisé par une valeur pour le petit triangle. Puis, ça va être la même proportion pour chaque côté. Fait que, par exemple, ici, je pourrais dire la base du grand triangle sur la base du petit triangle, ça va être égal à la hauteur du grand triangle sur la hauteur du petit triangle. On pourrait aussi utiliser l'hypoténuse, puis inverser l'équation. Fait que, par exemple, je pourrais comparer le petit au gros. Donc, dire l'hypoténuse du petit triangle divisé par l'hypoténuse du grand triangle, c'est égal à la hauteur du petit triangle sur la hauteur, du grand triangle. OK? J'ai mis 3 petits points parce qu'il y a plusieurs équations comme ça qu'on peut construire. Vous allez vous développer, dans le fond, quelque chose comme une espèce d'automatisme. Dans les exercices où on utilise des triangles semblables, en général, on utilise plus souvent le rapport de la hauteur et de la base. Moins couramment, on va utiliser l'hypoténuse. Donc, vous pouvez soit vous habituer avec la première équation ici. Donc, comparer le grand triangle des deux côtés égal au même rapport pour le petit triangle. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi plutôt dire, je vais toujours utiliser la version, la troisième équation ici. Donc, comparer le grand triangle sur le petit triangle, de chaque côté de l'égalité. On va voir ça dans un exemple concret tantôt là, avec des valeurs numériques. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu du sténopé. Donc, le sténopé, c'est un dispositif où est-ce que, dans le fond, on va travailler avec les triangles semblables. Fait que je vous montre un peu de quoi il s'agit. Mon premier petit vidéo, il est en anglais, mais je vais bien sûr vous fournir des explications en français après. Mais dans le fond, juste les images en disent beaucoup. Donc, je vous laisse voir qu'est-ce qu'un sténopé. Camera obscura. Camera is the Latin word for room or chamber. Obscura is the Latin word for dark or darkened. So the camera obscura is basically just a darkened room. Any kind of room can become a camera obscura, even a small box. First, we have to make sure our box is completely dark inside. Then we'll cut a small opening to allow light to come in. We can put our camera obscura in the landscape. Rays of light reflect off objects in the landscape and bounce off in all directions. Most of the light will be scattered, but some will make it through the opening in our camera obscura. The reflected light will be the same color as the object in the landscape. Light reflects off other objects too. All of the spots of light combine to form an image on the back of the camera obscura. If the opening in the camera is large, the rays of light are large. This makes a bright projection because a lot of light is allowed in, but it also makes a blurry picture because the projections are large and overlap quite a lot. If the opening in the camera is small, the rays of light are small. It makes a darker picture because less light is allowed into the camera. It also makes a sharper picture because the projections are smaller and do not overlap as much. You'll notice that the projection is always upside down and backwards. This is because light travels in a straight line. Une des utilités d'un sténopé, c'est de permettre d'observer un objet qui serait trop lumineux pour être observé directement, donc de l'observer de façon indirecte à travers la projection qui est faite au fond de la boîte. Donc ici, je vous montre un petit vidéo fait par le Musée des sciences et technologies du Canada qui montre, par exemple, qu'on peut se fabriquer un sténopé pour observer une éclipse. Porter des lunettes de soleil ordinaires ne suffit pas. Vous pouvez cependant vous procurer des lunettes conçues spécialement pour protéger les yeux lors des éclipses. Vous pouvez aussi avoir recours à une solution facile et économique qui consiste à fabriquer un projecteur. Tout ce qu'il vous faut, ce sont quelques articles courants. Voici ce dont vous aurez besoin. Une boîte en carton avec couvercle, comme cette boîte à chaussures, un morceau de papier blanc, du papier d'aluminium, du ruban adhésif, des ciseaux ou un couteau et une épingle ou une aiguille. Avec les ciseaux ou un couteau, faites un trou d'environ 3 cm sur 3 cm dans la paroi à l'une des extrémités de la boîte.
Taillez un morceau de papier d'aluminium légèrement plus grand que le trou fait dans la boîte. Fixez-le au moyen de ruban de manière à couvrir le trou. Faites délicatement un trou d'épingle dans le centre du papier d'aluminium. Taillez un trou dans le côté de la boîte. C'est par là que vous regarderez pour voir l'image réfléchie dans la boîte. Par conséquent, faites un trou assez grand pour bien voir l'image. Avec du ruban, fixez le papier blanc du côté opposé du trou d'épingle. Le papier blanc est l'écran où l'image apparaîtra. Profitez d'une journée radieuse pour pointer vers le soleil l'extrémité de la boîte où le trou d'épingle a été percé. Déplacez la boîte jusqu'à ce que le disque blanc du soleil apparaisse sur l'écran dans la boîte. L'image du soleil apparaîtra plus grosse si vous avez une boîte plus longue. Alors, le sténopé, c'est pas une invention qui est nouvelle. On s'est servi de ça là, dans la Renaissance pour, par exemple, les peintres ici, ils pouvaient projeter et réaliser qu'ils pouvaient projeter une image sur un mur pour s'aider à apprendre à peindre en respectant les proportions. Donc ici, on voit que ça fait jouer ce rôle-là. Il y a même aussi, un peu plus tard, on a inventé le sténopé où est-ce qu'on plaçait un miroir. Donc, on pouvait carrément projeter l'image à travers une paroi un peu transparente ici, semi-transparente. Puis là, on pouvait directement calquer par-dessus. Une expérience qui peut être amusante aussi, c'est de fabriquer un sténopé, vraiment une chambre noire, donc dans une pièce. Dans le fond, on va aller masquer les ouvertures comme les fenêtres, puis après ça, on va percer un petit trou dans la fenêtre. Puis si la journée est lumineuse, on devrait être capable de bien voir l'image dans la pièce. Donc, comme aussi on voyait dans le vidéo explicatif tantôt, à cause que la lumière voyage en ligne droite, ça fait en sorte que l'image est inversée lorsqu'elle est produite au fond de la chambre noire. C'est aussi le sténopé qui a servi, dans le fond, pour les premiers appareils photo. Donc, c'est ça c'est l'autre utilité. C'est qu'en projetant la lumière sur une paroi, on a inventé à un moment donné la pellicule photographique qui était sensible à la lumière. Donc, ça permettait d'aller faire les premières photographies. Donc, on utilisait des sténopés. Il faut savoir aussi que on a rapidement réalisé que l'insertion ici, au niveau du trou d'une lentille, permettait d'avoir une image qui était plus nette parce qu'elle concentre vraiment les rayons. Donc, c'était les premiers appareils photographiques. Maintenant, lorsqu'on va travailler avec des exercices où est-ce qu'on veut faire des calculs pour un sténopé, on va pouvoir utiliser des triangles semblables. La façon de voir ici le schéma avec lequel on va travailler, c'est qu'ici, on a un objet. Donc, c'est représenté par une flèche parce que je veux que ça ait un sens. Comme ça, on peut voir après ça que l'image est à l'envers. Alors, on fait une petite flèche verticale. J'ai mis des symboles ici. HO, ça va être la hauteur de l'objet. Donc, l'objet ici est aligné vis-à-vis le trou qui est comme le sténopé lui-même. OK? Puis, on a plein de rayons de lumière qui émanent et qui reflètent sur l'objet. Mais les rayons qui vont nous intéresser, ce sont les rayons qui passent par le trou, donc qui peuvent se rendre dans le sténopé. Puis, c'est sûr que tous les rayons qui sont entre le sommet puis la base de l'objet vont pouvoir passer pour former l'image, mais les rayons des extrémités, c'est ceux qui vont délimiter l'image. Donc, celui qui va partir du sommet de l'objet, passer par le trou du sténopé puis parvenir à l'écran, il va former le sommet de l'image. C'est pour ça qu'on voit ici qu'elle est inversée l'image, alors que le rayon qui part de la base de l'objet, lui, va passer par le trou et former la base de l'image. Donc, j'ai mis DO ici pour distance objet, DI distance image et HI pour la hauteur de l'image. Remarquez que les distances sont toujours mesurées dans toute la section optique sont mesurées par rapport à ce qu'on appelle l'instrument. Ici, c'est un drôle d'instrument. Là. Le sténopé, comme tel, c'est un trou. Mais c'est ça qui est notre point de référence. Fait que les distances pour l'objet et l'image sont mesurées par rapport à ça. Donc, on voit très bien ici qu'on a affaire à deux triangles semblables. On a des angles ici opposés par le sommet, donc qui sont de valeur égale. On a un angle de 90 degrés ici parce que c'est des triangles rectangles. Donc, l'angle au sommet, nécessairement, va être égal à l'angle ici en bas dans le triangle de l'image. Fait que trois angles égaux vont faire en sorte que c'est des triangles semblables.
Fait que j'ai écrit ici deux exemples de rapports de proportion qu'on pourrait faire, des égalités qu'on pourrait dire. Donc, par exemple, la hauteur ici de l'objet sur la distance de l'objet au sténopé, ça va être égal à la hauteur de l'image sur la distance de l'image au sténopé. On pourrait aussi dire la hauteur de l'objet divisé par la hauteur de l'image va être égal à la base, la distance de l'objet au sténopé divisé par la distance de l'image au sténopé. Donc, avant de commencer à faire des exercices en exemple, je vais réviser aussi avec vous les trois principales équations que vous avez vues en trigonométrie, en fait 4, si on inclut le théorème de Pythagore. Donc, quand on travaille avec un triangle rectangle, il y a des opérations qu'on peut faire trigonométriques. Donc, premièrement, comme c'est celle-ci, là, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore permet de trouver soit l'hypoténuse en fonction des deux côtés ou un des côtés si on connaît l'hypoténuse et l'autre côté. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, l'hypoténuse ici va être égale à la racine carrée de la somme des carrés de chacun des deux côtés. Ensuite, bon, ça va peut-être remonter un peu plus loin pour vous, mais si on prend ici l'angle θ comme étant celui qui est en haut, ok? Le côté opposé à ce moment-là, à θ, c'est le côté qui est devant notre angle. Donc, si je vais en avant, c'est le côté que j'ai appelé B. Puis, si θ, c'est l'angle qu'on utilise, le côté qui est dit adjacent, c'est celui qui est à côté de notre angle. Donc, ici, c'est le A, parce que on ne veut pas... quand on parle de la diagonale, ça, c'est plutôt l'hypoténuse. Alors, je vous rappelle ici les définitions de trigonométrie. Comme on a vu, vous allez les avoir dans votre feuille d'équation aide-mémoire dans les évaluations. Donc, ce n'est pas nécessaire de les apprendre par cœur. Ce qu'on veut, c'est que vous sachiez les utiliser. Donc, le sinus ici, c'est le côté opposé. Le sinus de θ, ça va être égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, dans le cas de mon triangle ici, l'opposé serait B divisé par l'hypoténuse C. Okay? Le cosinus de l'angle, lui, la définition nous dit que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, dans mon triangle, ce serait le côté A divisé par le C. La tangente de l'angle θ, elle, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, ici, opposé B divisé par adjacent A. Donc, ça, c'est les trois relations de trigonométrie qui vont nous servir assez souvent dans le cours. Vous allez devoir vous refamiliariser avec si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé ça. Alors, on commence par faire des exercices pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Dans le fond, si vous voulez, vous pouvez toujours tenter de les faire par vous-même. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, puis on va faire pas mal de tous les exercices là, qui vont suivre dans votre livre. Fait que, ici, je vous invite à vous tester si vous pensez que vous vous rappelez bien de toutes ces notions-là. Une chose, par exemple, qui est importante quand je fais les vidéos, c'est de regarder un peu aussi comment... je fais la démarche. Par exemple, quand on va faire le sténopé, le schéma est important quand je vais corriger parce que votre schéma, ça va être la base ensuite de l'équation que vous allez écrire, puis du calcul et de la réponse. Donc, vous devez faire des démarches par étapes avec les étapes que je vais vous mentionner. Donc, c'est important, même si vous êtes quand même confortable avec la matière, de regarder un peu les exemples, tous les types d'exemples que je fais pour voir quelles sont les attentes au niveau de la démarche. OK, on commence ici avec le premier exercice, donc à la page 5. On dit de déterminer les mesures des angles illustrés. On nous indique qu'on a un des triangles qui est rectangle, puis l'autre isocèle. Alors, bien sûr, le triangle rectangle, c'est assez évident par l'image que c'est celui-ci que je fais apparaître en violet. Donc, c'est ce triangle-là. Donc, nécessairement, l'angle à la base de ce triangle-là, côté gauche, le θ4, c'est un angle de 90 degrés ou un angle droit. Donc, on a une des 4 réponses. Maintenant, sachant ça, ben là, on a un triangle où est-ce qu'on connaît 2 des valeurs de ces angles. Donc, on pourrait trouver l'angle au sommet de ce triangle-là. Ce n'est pas une des valeurs directement qu'on cherche, mais elle va nous servir. Je vais donc la nommer différemment. J'ai ajouté ici en rose le symbole, c'est la lettre grecque B, bêta, qu'on appelle. Puis, c'est juste un autre symbole qu'on utilise couramment pour les angles. Donc ici, l'angle bêta au sommet du triangle rectangle, ben, ça serait simplement, on sait que la somme doit donner 180 degrés. Si je fais 30 degrés plus 90 plus bêta, ça doit donner 180. Fait que j'inverse ici, j'isole le bêta, donc c'est 180 moins 30 moins 90, et j'obtiens que c'est un angle de 60 degrés.
Alors, si le triangle ici, maintenant que je mets en vert, est isocèle, alors ça veut dire qu'il est symétrique ici. On a une ligne de symétrie entre côté gauche et côté droit. Ça veut dire que le θ2 est donc le double de bêta, donc c'est 120 degrés. Maintenant, il nous reste à trouver θ1 et θ3. Mais par symétrie, encore une fois, on sait que ce sont des angles de valeur de grandeur égale. Fait que la somme de θ1 et θ3, ça doit donner 180 degrés moins l'angle au sommet, parce que la somme des trois doit donner 180 degrés. Fait que si je fais 180 moins le 120, bien, ça me donne la somme de θ1 et θ3 ensemble. Donc, θ1 et θ3 ensemble, c'est 60 degrés. Mais comme ils sont de valeur égale, bien là, j'en déduis que à cause de la symétrie de notre triangle isocèle, θ1 est égal à 30 degrés et θ3 aussi. Okay. Dans un exercice comme ça, vous n'avez pas besoin de donner beaucoup de justification parce qu'on considère que c'est des éléments que vous devriez pas mal déjà connaître. Okay. Là, on est vraiment plus dans la révision parce qu'habituellement, on ne va pas faire des exercices si mathématiques. Là, il va y avoir un contexte. Mais vous allez devoir figurer des angles. Maintenant, on en fait un autre cas qui est un peu mathématique. On nous dit si θ1 mesure 40 degrés ici, déterminez la valeur des angles 2, 3 et 4. Donc, on a vu déjà que pour deux côtés, deux angles qui ont les côtés parallèles, donc ici, on voit θ1 et θ2, chacun de leurs côtés sont des lignes, des segments parallèles. Ils sont donc égaux. Donc, θ1, on le connaissait, c'était 40 degrés, mais θ2 va être égal aussi à ça. Maintenant qu'on connaît θ2, bien lui, il est opposé par le sommet à θ3. Donc, ça veut dire que θ3 est égal lui aussi à 40 degrés. Enfin, on peut essayer de trouver θ4. Là, dans le fond, je vais me servir, il y a différentes approches, mais ce que j'ai choisi de faire, c'est d'utiliser l'angle plat ici en rouge. On sait que tout ça ici, c'est 180 degrés. Donc, c'est un angle plat. Donc, ça veut dire que θ4 que je cherche, plus le θ2 de 40 degrés, ça doit donner 180 degrés. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, on en déduit que θ4 est de 140 degrés. OK, maintenant, on arrive au triangle semblable. On a un exercice plutôt mathématique. Après ça, on va le mettre en contexte dans des sténopées. Donc, on dit soit les triangles semblables illustrés ci-contre. Si la base du grand triangle mesure 10 cm, donc j'ai rajouté ça dans le dessin, là, c'était pas déjà fourni. On avait juste le dessin des triangles. Donc, ici, on a la base du grand qui est 10 cm. Donc, ici, complètement, là, tout le segment. La hauteur du grand triangle est 5 cm et la base du petit, 4 cm. Donc, quelle est la hauteur du petit triangle? J'ai appelé ça ici A minuscule. On pourrait l'appeler X. Hein, il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Vous devez juste définir ça par une variable à isoler. Donc, j'ai décidé ici que puisque ce sont des triangles semblables, je vais utiliser ici le rapport, ici, la hauteur sur la base dans le grand triangle devrait être égale à la hauteur sur la base dans le petit triangle. Fait que je vais mettre mes valeurs numériques dans cette expression-là. Alors ici, je me retrouve avec un produit croisé. Fait que pour isoler, on peut appliquer vraiment la règle du produit croisé directement. Vous l'avez peut-être appris comme ça, là, de multiplier ici les valeurs opposées, là, 5 fois 4, ensuite divisé par 10. Autrement, on peut y aller avec une simplification comme plus traditionnelle. On a ici 5 sur 10 à gauche, c'est équivalent à 1 demi. Donc, 1 demi égale A sur 4. Puis là, ben, si je veux isoler le A, il faudrait que je multiplie par 4 à droite. Ça me ferait 1 fois A. Bien, à ce moment-là, ça veut dire si je multiplie par 4 à droite, je vais multiplier par 4 à gauche aussi. Donc là, je me retrouve avec 4 demi égale 4 sur 4A ou juste simplement A. Et puis, j'en déduis donc que la hauteur du petit triangle, c'est 2 cm. OK, prochain exercice ou exemple. En passant aussi, aujourd'hui, je vous montre tout en exemple, vu que c'est un peu de la révision. Dans les prochains cours, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir certains exemples, puis beaucoup de numéros que vous allez avoir à travailler.
Pour ça, je vais vous donner, vous fournir les solutions ou les réponses. Solutions de quelques problèmes ou quelques exercices, puis les réponses de tous les exercices. Ça va être sur un petit fichier que je vais vous mettre à votre disponibilité sur Léa. Mais pour aujourd'hui, je vous fournis tout à même le vidéo. OK, on dit ici que pour trouver la hauteur de son école, une petite fille va utiliser la méthode des triangles semblables. Donc, elle va comparer la longueur de son nombre et celle de son école, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer assez facilement là, avec un ruban mesuré, tandis que la hauteur de l'école, ça peut être un peu plus compliqué à mesurer, ça dépend si c'est haut. Fait qu'elle mesure 1,50 m, puis elle se place au bout de l'ombre de l'école, donc à 10 mètres du mur. Puis, elle mesure ensuite son nombre qui est une grandeur de 2 mètres. On demande quelle est la hauteur de l'école. Puis, on veut illustrer la situation par un schéma. Donc, il faut savoir que quand le soleil est dans le ciel ici, il est tellement lointain le soleil que tous les rayons qui vont arriver, disons, dans la ville de Gatineau vont arriver pas mal au même angle. OK? Donc, c'est ce qui nous permet ici de dire qu'on a des triangles semblables qui sont formés par le rayon ici qui va, le dernier rayon qui va atteindre le mur puis pouvoir atteindre le sol ici, comparé à l'angle formé par le rayon qui passe sur le dessus de la tête de la petite fille qui atteint le sol. Donc, c'est le même angle. Puis, on a des triangles rectangles, donc on a des triangles semblables. L'ombre ici, ben, c'est formé par la zone par terre où est-ce que il y a tous les rayons qui seraient à une autre orientation, ben, ils ne vont pas pouvoir se rendre. Donc, ici, on va placer dans notre schéma nos dimensions qui sont connues. Donc, la hauteur de la petite fille, 1,5 m, 2 mètres pour la taille de son ombre, puis 10 mètres pour la taille de l'ombre de l'école. Alors, on cherche ce que j'ai appelé ici H majuscule, la hauteur de l'école. Alors, on a des triangles semblables. Fait que j'ai pas écrit la relation ici avec les variables comme les autres fois, mais ce que je fais en gros, c'est que je dis la base de mon grand triangle divisé par la base de mon petit triangle. Ça va être égal à la hauteur du grand triangle sur la hauteur du petit triangle. OK? Fait que ça me donne l'équation que vous voyez ici. Donc, on peut isoler. Là, je ne ferai pas les étapes là, comme l'autre fois à chaque fois. C'est quand même une façon, ben, disons, essayez de le faire par vous-même, mais c'est pas très complexe. OK? Donc, on devrait ici, en isolant, retrouver une réponse de 7,5 mètres. Remarquez que quand on fait un produit croisé comme ça, c'est important qu'on regarde les unités. Jusqu'à maintenant, on a soit des centimètres partout ou des mètres partout, mais si jamais on avait donné 200 cm pour la taille de l'ombre, bien là, il faudrait réaliser qu'on doit mettre toutes dans les mêmes unités si on ne veut pas se mélanger puis savoir c'est quoi l'unité de notre réponse. OK? Donc, c'est juste une petite mise en garde. Là. Dans certains problèmes, ça peut arriver. OK, prochain cas, on a une bougie de 8 cm qui se trouve à 20 cm d'un sténopé. Puis, l'image formée mesure une taille de 3 cm. Alors, on demande à quelle distance du sténopé se situe l'écran. Alors, on va se faire un schéma, OK? Donc, ça fait partie de ce que je corrige dans votre démarche. Donc, pour appuyer vos calculs, vous devez démontrer que vous avez compris qu'est-ce qui est situé où, pas juste plugger les chiffres par cœur dans une équation, OK? Donc, on va ici faire un schéma où est-ce qu'on va faire une flèche ici qui représente l'objet. On a l'écran qui est à l'autre bout. Puis, entre les deux, on a un sténopé. Dans le fond, le sténopé vu de profil, c'est simplement une paroi où est-ce qu'il y a un petit trou dans le milieu. Donc, j'ai aligné ici le trou avec la base de l'objet. Vous voyez, je vais faire un pointillé ici. OK? Donc, ça fait notre dessin. Il ne nous reste plus qu'à mettre les rayons, puis placer l'image. Tracer notre image. Donc, on a un rayon ici qui va partir du dessus de l'objet. Il va passer par le trou du sténopé, puis ça va délimiter le sommet de l'image. OK? Donc, le sommet de ma flèche, la flèche va être inversée, ça va être ici. Ensuite, deuxième rayon, part du dessous de l'objet, passe par le sténopé, puis arrive ici sur l'écran. Donc, voici mon image. Ça, c'est mon schéma. On a des triangles semblables et on peut aller indiquer quelles sont les valeurs qu'on connaît.
Donc, on a la hauteur de l'objet, 8 cm. Ici, la distance avec le sténopé. Entre l'objet et le sténopé, 20 cm. Et la taille de l'image. Donc, j'ai appelé ici X, le segment que je cherche. Donc, on cherche la distance du sténopé à l'écran. Alors, si j'utilise mes triangles semblables, là, ce que j'ai fait, j'ai comparé, j'ai dit la hauteur de mon objet divisé par la base, la distance de l'objet au sténopé, bien, ça va être égal à la hauteur de l'image sur la distance de l'image au sténopé, donc 3 sur x. Et puis, je peux isoler pour déterminer quelle est la distance x. Là, j'ai toutes des valeurs en centimètres, donc ma distance va être de 7,5 cm. OK. On va en faire un ici, l'exercice 6. Un autre exercice avec le sténopé pour vous faire pratiquer un petit peu d'algèbre. Il est un petit peu d'un niveau un peu plus avancé. C'est pour ça que j'ai mis une petite étoile. OK? Fait que, ben, ça, celui-là, je ne me serais pas trop attendue. En tout cas, la plupart des étudiants, dans le fond, ont besoin de l'aide pour le faire la première fois qu'ils qui se retrouvent face à un problème comme ça. Fait que c'est normal, là, si vous n'y aurez pas pensé. Faites-vous-en pas. Mais essayez de comprendre les étapes. OK? On dit la distance entre un objet et son image formée par un sténopé, c'est de 20 cm. Donc déjà là, ça c'est la distance entre l'objet et l'image comme au complet. Donc de l'objet, la flèche à l'autre flèche. L'image est 4 fois plus petite que l'objet. Donc on ne donne pas de taille ici pour ni un ni l'autre. On dit quelle distance sépare l'image du sténopé. Fait qu'à première vue, vous pourriez avoir l'impression qu'il manque un peu d'informations. Mais on va tout mettre ça dans un schéma puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, je ne sais pas pourquoi, là, mais notre objet lumineux, c'est plus une flèche, là, c'est une petite flamme d'une chandelle. Mais en tout cas, vous pouvez faire une flèche dans votre cahier. Donc, on a l'objet lumineux, le sténopé entre les deux ici, le petit trou qui est vis-à-vis la base de l'objet lumineux, puis l'écran au fond. Donc, je trace mes rayons qui vont ensuite nous permettre de situer que l'image est ici. OK? Fait qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'on a 20 cm qui séparent l'objet de l'image. Donc, tout ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? C'est que l'image est 4 fois plus petite. Elle est 4 fois plus petite que l'objet. Remarquez que mes dessins ne sont pas à l'échelle. Hein? Vous l'avez déjà remarqué, j'espère. Fait que c'est juste des schémas qui nous servent à établir des relations qui, elles, sont vraiment précises. Mais les schémas, eux, ne sont pas précis. Ils respectent, en général, là, le phénomène. Donc, OK. Là, ça veut dire que je dois établir un lien entre les deux. Beaucoup d'élèves vont être tentés de faire comme, disons, OK, ben lui, sa hauteur, c'est 1, puis l'autre, c'est 4. Mais si on veut vraiment être plus général que ça, on pourrait simplement dire qu'on a une image ici comme qu'une hauteur indéfinie, h, puis elle est 4 fois plus grande, donc ça va être 4h. Remarquez qu'on pourrait faire l'inverse aussi. On pourrait dire que la hauteur de l'objet, c'est h. Bien là, si on fait ça, l'image, ça va être h divisé par 4 ou 1/4 de la hauteur h. Moi, j'aime mieux éviter de travailler avec des fractions quand c'est possible. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que lui, c'est 4 fois la taille de l'image. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quelle distance sépare l'image ici du sténopé. Donc, on cherche la distance que j'ai indiquée ici qui est D. Maintenant, si on veut utiliser nos relations de triangle semblables, il y a un côté qui nous manque. Il nous manque le côté, ici, la base du grand triangle. On pourrait tenter de mettre une autre variable, comme, disons, x. Mais ça rajouterait, ça rendrait notre problème impossible à résoudre. À la place, il faut utiliser le 20 cm, mais on sait très bien que la distance de l'objet au sténopé, c'est pas 20. Ce qu'on peut écrire, par contre, c'est que cette distance-là, c'est le 20 moins le D. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça ici, de l'objet au sténopé, c'est 20 cm moins la valeur qu'on cherche, D. Donc, en faisant ça, ça permet de ne pas ajouter une variable inconnue supplémentaire. Fait que dans nos calculs, on va avoir plus de chances de pouvoir résoudre. Fait que maintenant, si j'établis une relation d'égalité entre mes deux triangles semblables, je vais essayer d'isoler le D. Je vais avoir juste une équation, puis j'ai deux inconnus, parce que le H aussi, je ne le connais pas. Mais c'est le genre de problème ici où est-ce que vous allez voir que H, on va pouvoir l'annuler. Puis, on va trouver vraiment une valeur numérique pour D. Donc, on y va. OK? Alors, ce que j'ai dit,
c'est que la taille ou la hauteur de mon grand triangle divisé par la hauteur de mon petit triangle, donc 4h sur h, ça va être égal à la base de mon grand triangle sur la base du petit triangle, donc égal à 20 moins d sur d. OK, on cherche à isoler le d. Bien déjà, on se rend compte que h sur h, ça fait 1. Donc, on a 4 fois 1 ou 4. OK, donc on peut simplifier un petit peu déjà. Alors, le fait qu'on ne connaissait pas la hauteur, bien, c'est plus embêtant. C'est juste la proportion entre les deux qui était importante. Maintenant, si je regarde, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne peux pas isoler directement le d. Là, j'ai un d au dénominateur. Si vous n'aimez pas hein, que c'est d, vous êtes plus habitué de travailler avec x, bien, vous pouvez mettre x. Hein. Alors ici, je ne veux plus avoir d'inconnu au dénominateur. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il ne soit plus là? Bien, je vais multiplier chaque côté de mon équation par d. OK? Donc, je multiplie 4 par d. Puis, je multiplie aussi la fraction ici par d. Fait que remarquez que j'ai mis une parenthèse pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le d multiplie là, à la fois le 20 moins d là, au complet. OK? Donc, on se retrouve avec ceci. Alors, j'ai 4d à gauche. Mais là, en multipliant par d à droite, dans le fond, ben, ça me fait d sur d, donc 1. Fait qu'il me reste juste ce que j'avais entre parenthèses, 20 moins d. Bon, on est sur la bonne voie parce que maintenant, on n'a plus de numérateur. Dénominateur, excusez. On a juste des numérateurs. OK, alors, prochaine étape, là, il faudrait amener toutes les variables du même côté de l'égalité. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Je pourrais ensuite ajouter donc plus d de chaque côté. Si je fais ça, je vais avoir 4d plus d à gauche, puis 20 moins d plus d, ben les d s'annulent. Donc, il reste 20 à droite. Alors, 4d plus d, ça se combine. C'est comme dire 4x plus 1x. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait 5x. Donc, ici, on a 5 fois d égale à 20. Alors, on y est presque. Il nous reste maintenant, pour isoler d, qu'à diviser de chaque côté par 5. Alors, d va être égal à 20 divisé par 5, 4 cm. Puis, on a obtenu la réponse. OK? Fait, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus complexe comme numéro. Il faut être capable de faire un schéma adéquat. Il faut être capable de déduire ici que ce côté-là, on peut l'exprimer en fonction d'une donnée qui est fournie, puis de notre variable qu'on cherche. Puis ensuite, il faut être capable aussi de faire l'algèbre. OK? Pour l'algèbre, bien là, on va en pratiquer de temps en temps. C'est pas tous les numéros où est-ce que c'est aussi compliqué d'isoler. Dans le fond, il n'y en a pas tant que ça. Mais de temps en temps, on va trouver un petit défi comme ça. OK. Je pense qu'il nous reste deux derniers exercices. Alors, le prochain ici, on a, c'est parce qu'on n'a pas reparlé encore là, de la trigonométrie, sin, cos, tangente et Pythagore. Fait qu'on va faire ça dans les 2 derniers exercices ici. On dit l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est 50 cm. On connaît l'angle ici entre la base et l'hypoténuse qui est 25 degrés. Donc, on veut savoir quelles sont la hauteur et la base de ce triangle. On a différentes avenues pour trouver la première réponse ici. Bien, dans le fond, différentes méthodes qu'on peut prendre, mais on va en gros devoir utiliser une des relations trigonométriques qui font appel à l'hypoténuse. On ne peut pas ici prendre juste le théorème de Pythagore parce qu'il nous manque 2 côtés. Donc, disons que je prends, dans le fond, ça en prend une qui fait intervenir l'hypoténuse parce que je veux utiliser mon 50 cm. Donc ici, j'ai le choix entre le sinus ou le cosinus. Fait que c'est vraiment au choix. Mais j'ai décidé ici, je vais prendre le sin de θ. C'est égal, bon, c'est quoi la définition? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Bien, je vais mettre mes valeurs que je connais là-dedans. OK? Donc ici, le sin de θ, mon θ ici, c'est mon angle de 25. Ça va être donc l'opposé. Donc là, je dois aller prendre l'opposé à l'angle que j'utilise. Donc, la hauteur ici, mais je ne la connais pas. Fait que j'écris hauteur. Divisé ensuite par l'hypoténuse qui est de 50 cm. Bien, je vais pouvoir isoler ici. Donc, première chose aussi à savoir, c'est que notre 25 degrés, c'est des degrés. Donc, votre calculatrice doit absolument être en mode degré quand vous allez prendre le sin ou le cos d'un angle. OK? Si vos angles sont donnés en degrés, il faut que votre calculatrice soit en mode degré. Remarquez ici que là, j'ai passé vite l'étape, mais pour isoler la hauteur,
ben j'ai dit je vais multiplier par 50 chaque côté. OK? Fait que je me retrouve avec 50 fois le sinus de 25 degrés. Ça va être égal à ce que je cherche. Alors là, ici, vous allez calculer ça sur votre calculatrice. Puis, vous devriez, si vous avez donc le mode de degrés, puis bien pitonner ça, vous devriez trouver que la hauteur, c'est 21,1 cm. Maintenant qu'on a ça, bon, le chemin le plus facile, c'est pour aller trouver la base, ce serait Pythagore, mais remarquez que maintenant, vous pourriez aussi refaire un calcul similaire, puis aller chercher avec le cosinus la valeur de la base. Vous pourriez même aller utiliser la hauteur qu'on vient de trouver, puis prendre une tangente. Mais bon, je vais montrer ici la relation de Pythagore. Donc, l'hypoténuse ici, au carré, va être égale à la somme des carrés des côtés. Donc, 21,1 centimètres au carré, plus le côté que je cherche au carré. Donc, finalement, je vais faire 50 au carré moins 21,1 au carré. Et je prends la racine carrée de ça. Ça va me donner ma base. J'obtiens ici qu'elle fait une dimension de 45,3 cm. OK. Dernier exemple aujourd'hui. Alors, on dit, on sépare par une diagonale un rectangle, excusez-moi, dont la hauteur est 40 cm et la base de 60. Quelles seront la longueur de la diagonale et la mesure de l'angle compris entre cette diagonale et la base du rectangle? Donc, on cherche sur le schéma la diagonale et l'angle θ ici. Bon, pour la diagonale, on va prendre Pythagore, c'est facile. Donc, ici, on va aller... oups, il me manque ma racine carrée. Il va falloir que je corrige ça. Ici, on va aller prendre la racine carrée de 40 cm au carré plus 60 cm au carré. Donc, ça va me donner ma diagonale. J'obtiens ici 72,1 cm. Maintenant, OK. Pour la suite, là, il y a encore une fois plusieurs options, puis il y en avait déjà plusieurs aussi pour la première étape. Mais disons que je veux utiliser juste mes deux côtés ici qui sont fournis. Je veux aller directement avec les données qui m'ont été fournies pour trouver θ. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai le côté qui est devant θ, donc le côté opposé, puis j'ai le côté qui est adjacent à θ ici. Fait que si je regarde la définition de trigonométrie qui utilise l'opposé et l'adjacent, c'est la tangente. Donc ici, la tangente de θ, ça va être l'opposé sur l'adjacent. Fait que, autrement dit, la tangente de l'angle que je cherche, c'est 40 cm sur 60 cm. Donc, si je fais le calcul, bon, 40 sur 60, c'est 2 tiers ou 0,667, là. Ça, c'est la tangente de l'angle que je cherche. C'est pas la réponse encore. Il faut être capable de sortir l'angle de la fonction trigo. Pour faire ça, on appelle ça faire l'arc-tangente, OK? Donc, je vais faire arc-tangente de 0,667. Ça va me donner mon angle. Arc-tangente sur la calculatrice, là, c'est écrit comme étant tan à la moins 1. OK? Fait que vous faites probablement une deuxième fonction pour avoir cette touche-là. OK? Deuxième fonction tangente de 0,667. Puis là, égal, vous allez trouver votre angle. OK? Donc, ici, on a un angle de 33,7 degrés à la base ici pour la valeur de θ. Donc, voilà, ça fait une bonne révision un peu des notions de base dont on va avoir besoin pour la section d'optique, même un peu au courant de tout le cours. Donc, là, je vous laisse aujourd'hui sur des petites lectures qui vous restent à faire. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très long. C'est pas des lectures trop lourdes, là, donc c'est peut-être 3-4 pages. Je dirais peut-être un 10-15 minutes de lecture. OK?